Il fait à peu près 1000 degrés dans les logos de Formule Blabla Corp. On va parler d'un Grand Prix d'Espagne qui s'est tenu dans les années 70. Donc je me suis dit déjà là je vais me mettre dans l'ambiance, comme ça va vous aider vous aussi à vous recontextualiser. Le week-end du 27 avril 1975 voyait la dernière édition du circuit urbain de Montjuïc en Formule 1. Je crois que ça se prononce bien Montjuïc et pas Montjuïc, Bref, ça n'a aucune importance. Un tracé donc que les pilotes considéraient comme le meilleur et le pire tracé urbain à la fois. Une édition du coup en 1975 qui renferme énormément de tensions, de conflits politiques et un drame humain qui va marquer tragiquement l'histoire. Pendant que je vous rappelle le contexte, je vous laisse profiter d'une reconstitution vidéoludique autour de ce tracé incroyablement rapide et dangereux. Avant d'attaquer, je me permets un petit rappel sur le conflit FIA-FOCA que j'avais exploré en détail. Donc je vais vous joindre la vidéo en annexe parce que ça va faire du bien pour mes stats et aussi à ta mémoire. Mais pour faire très court, en gros, en 75, nous étions aux prémices d'un conflit entre la FISA, l'organisme de la FIA qui s'occupait de la Formule 1, et les constructeurs réunis sous le nom de la FOCA et les pilotes réunis sous le nom du GPDA. Je généralise bien évidemment parce qu'on va pas entrer en détail dans le sujet. Nous sommes dans une période de la Formule 1 particulièrement sinistre, malgré de nombreuses améliorations depuis le début de la décennie. Le désormais retraité triple champion du monde Jackie Stewart avait été le moteur le plus actif de ces changements imposés aux organisateurs de Grand Prix. Au terme de sa brillante carrière, il incarnait encore le visage de la Formule 1 moderne en tant que détenteur du nombre de victoires de Grand Prix et aussi en tant que figure charismatique qui servait d'ambassadeur et qui parlait à la fois pour la Formule 1 et un très grand nombre de marques. Mais s'il était toujours présent dans les paddocks au sein de la commission pour la sécurité, il n'en restait pas moins un retraité. Il fallait un successeur et c'est tout naturellement que ce rôle d'ambassadeur pour la sécurité a été transmis au nouveau champion du monde en titre, le jeune brésilien Emerson Fittipaldi. En seulement 4 saisons complètes, celui qu'on surnommait Emo avait tout vu, autant la joie que d'avoir gagné 2 titres avec 2 grands constructeurs que l'horreur de voir ses idoles perdre la vie. Rappelons que Emerson Fittipaldi faisait son premier Grand Prix quelques semaines après la mort de Bruce McLaren, et pour son 3e Grand Prix en Formule 1, Lotus l'a promu au rang de numéro 1 pour remplacer Jochen Rindt, brutalement assassiné par le sport automobile. Sa place de numéro 1 de la Formule 1 était indiscutable alors qu'il menait le championnat quand on arrivait à Barcelone sur le tracé de Montjuïc en tout début de saison. Et j'espère au passage que cette humble démonstration de pilotage de Tonton Strigone vous a aidé à comprendre l'aura de ce circuit. On va très très vite, les murs sont très très proches, mais bien évidemment, la catastrophe est très vite arrivée. Cette édition de 1975 n'a donc même pas commencé qu'elle est marquée par la colère des pilotes qui constatent que les glissières sont mal, voire pas fixées à certains endroits, et que le circuit est tout sauf aux normes. Quand on sait que les normes étaient déjà très modestes, ça ne fait que mettre en avant le manque de sérieux des organisateurs. Fittipaldi hurle sur ces derniers, menaçant de boycotter l'épreuve, appuyé par les autres pilotes, qui se réunissaient donc sous le GPDA pour en discuter. Les organisateurs espagnols, quant à eux, menacent la FIA d'annuler l'événement si le champion du monde en titre est absent, lesquels essayent tant bien de mal de convaincre les pilotes de rouler. Alors on dira que la solution est toute trouvée, les organisateurs espagnols n'ont qu'à faire le nécessaire pour mettre le circuit aux normes, mais il s'avère que ce week-end-là, ils n'avaient pas l'intention de se sortir les doigts du cul. Culottés, ces organisateurs, se disent les pilotes membres du GPDA, qui boycottent donc ensemble les séances d'essai. Hélas pour eux, ils passent un peu pour des jambons lorsque Jackie X, qui n'appartient pas au GPDA, ignore l'appel au boycott et prend la piste dans sa Lotus Ford. Jackie X n'aime pas faire comme les autres et Jackie X a compris que ça servait à rien de râler. Quelques autres pilotes limitent et par bonne foi, quelques membres de l'organisation se bougent les miches pour mettre les barrières aux normes. Ils seront même suivis par les mécaniciens des équipes et certains directeurs comme Ken Tyrrell. Imagine-toi Toto Wolff ou Christian Horner avec leur cruciforme en train de bricoler la piste avant les qualifications. Oui, tout est vert chez Formule Blabla. Même si j'avoue que le seul directeur d'équipe que je voudrais vraiment voir faire ça, c'est Mike Crack. Là, je fais une pause pour expliquer la blague en anglais pour ceux qui comprennent pas l'anglais. En anglais, Mike Crack peut avoir une sonorité qui se rapproche de My Crack, ce qui veut dire littéralement
ma réduction. Étant donné que pour réparer ces barrières, il faut s'accroupir pour pouvoir les fixer correctement, il y a de grandes chances que de nombreux organisateurs aient pu observer quelques réductions traînées par-ci et là, tels des plombiers exécutant humblement leur labeur. O circuito não corresponde às especificações da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo. Todos os guarda-reios estão mal instalados, mal colocados, e a FIA concordou agora que não podemos fazer treinamentos. E se a organização para amanhã colocar a especificação como está no livro da FIA, no règlement international de la FIA, podemos treinar, sinon non podemos treinar. Malgré tout, Fittipaldi reste ferme. Il est hors de question que la Formule 1 accepte de venir sur des pistes où la sécurité est prise à la légère. Jackie Stewart avait réussi à faire un exemple fort quelques années plus tôt en organisant quelques boycotts comme notamment le Nordschleife en 1970. Nous sommes 5 ans plus tard, il est donc temps de faire un nouvel exemple. Les organisateurs menacent alors d'envoyer la Guardia Civil et de saisir les Formule 1 pour contraindre les pilotes à participer. Avec de telles menaces, Montjuïc outrepasse la FIA pour piquer directement les équipes au vif. En menaçant de perdre leur matériel, les patrons d'équipe se voient obligés de mettre la pression sur leurs pilotes. 3 petits tours et puis s'en va. Imité par Arturio Mezzario dans la Williams, Emerson Fittipaldi ne fait qu'un seul tour chronométré au ralenti et les 2 pilotes monopolisent la dernière ligne. Comme quoi, même en 1975, il n'y avait rien d'étrange à voir une Williams, une McLaren en fond de gris. Le Brésilien quitte l'Espagne et rentre chez lui le matin précédant même la course. Mais si Emerson n'a pas eu peur de nuire à son statut en boycottant l'épreuve, les 25 autres pilotes ne résistent pas à l'appel du sport. Quand le champion n'est pas là, les Ferrari dansent avec Lauda et Regazzoni qui verrouillent les 2 premières places devant la Hesketh de James Hunt, Mario Andretti dans sa Parnelli et Vittorio Brambilla dans sa marche. L'Italien prend un bon envol mais rate son freinage et cause un carnage au premier virage en envoyant Andretti se cracher dans Lauda, lequel percute en conséquence son coéquipier. Catastrophe pour les rouges avec Lauda qui abandonne et Regazzoni qui se retrouve dernier. C'est James Hunt qui mène devant Mario Andretti. C'est pour ça que j'ai sorti ma casquette esquette. Je l'appelle la casquette. À peine remis de ses émotions qu'au 3e tour, le Cosworth de la Tyrrell de Jody Scheckter casse, laissant de l'huile sur la piste. Cette flaque élimine 3 pilotes dont les futurs champions Alan Jones et surtout James Hunt qui confie la tête de course à Mario Andretti qui mène devant John Watson. Ce dernier rentre au stand au 12e tour, les suspensions de sa Surtees sont mal en point, Andretti conforte sa tête de course devant Stommelen et Pace, mais pas pour longtemps, puisque la Parnelli de l'Américain est aussi victime d'une rupture de suspension. Andretti se crache, Stommelen prend la tête, mais Pace le dépasse avant que le pilote allemand ne reprenne les commandes. En plus du danger que présente la flaque d'huile laissée en début de course et des différents débris, la route urbaine barcelonaise met la mécanique des voitures et la concentration des pilotes à l'épreuve, et si en ce temps-là il était courant d'avoir énormément d'abandons, cette épreuve est déjà une hécatombe d'erreurs et de défaillances mécaniques. Cette métaphore lugubre de l'hécatombe est bien malvenue, puisqu'au 25e tour, l'aileron arrière de la Hilford de Rolf Stommelen se décroche et envoie la voiture dans les barrières. Sur le papier, tout le monde voit le drame arriver. Un circuit rapide et dangereux où les barrières étaient mal fixées quelques 35 heures plus tôt, ça se dessine tout seul. Mais si c'est ce que vous croyez, vous vous trompez. Les dieux du sport automobile sont bien plus cruels que cela. Les barrières tiennent parfaitement bien. Tellement bien qu'elles vont projeter la Hill numéro 22 dans le public, tuant un spectateur, un pompier et 2 photographes. Comble cynique de la tragédie, c'étaient les mécaniciens de Stommelen qui avaient fixé ces barrières à cet endroit précis. La course continue pendant encore 4 tours avant d'être interrompue au 29e des 75 prévus, ce qui veut dire que pour la première fois de l'histoire, seule la moitié des points sera décernée. 8 pilotes sont encore survivants en piste. Jochen Mass gagne son seul Grand Prix en Formule 1 avec McLaren. Difficile de célébrer dans ces conditions, mais cette statistique ne fera pas non plus tâche dans son palmarès.
L'Allemand était sous la menace de Jackie Ickx, qui monte sur son dernier podium en Formule 1 dans la Lotus. Derrière, Carlos Reutemann complète le podium, mais il était déjà à un tour de masse. Jarier est 4e devant Brambilla, seul survivant du carnage qu'il avait causé au départ. La seconde marche, pilotée par Lella Lombardi, est à 2 tours et complète les entrées dans les points. Le faible rythme de la pilote italienne ce week-end peut bien laisser penser qu'elle aurait été difficilement classée, mais en même temps il était difficile de l'imaginer finir plus bas. Tony Bryce et John Watson, qui complètent l'arrivée, avaient des machines en bien piètre état et n'auraient pas pu aller jusqu'au bout. Emerson Fittipaldi, qui a quitté donc le circuit plus tôt avant la course, atterrit en Suisse sans avoir aucune nouvelle de ce qui s'est passé et il est tout de suite assailli par des journalistes. Il apprend la tragique nouvelle sous le regard vicieux de caméras braquées sur lui. Je pense que c'est une leçon pour tout, pour moi aussi, parce que les organisateurs ont démontré que pour lui, c'est plus important l'argent que la vie humaine, ne pas seulement la vie du pilote, mais la vie du public aussi. Ce sera la dernière venue des Formule 1 à Montjuïc, à la fois une désolation, tant ce tracé était merveilleux et présentait un incroyable challenge, et à la fois une bénédiction, tant le plaisir que ce tracé procurait demandait un tribut humain bien trop élevé. Et avec l'arrivée des Formule 1 à effet de sol quelques années plus tard, je vous laisse imaginer la catastrophe que cela aurait pu engendrer. Je rappelle que le premier freinage de ce tracé se fait par un jump. C'était un des derniers tracés où vraiment les bagnoles sautent, elles sont soulevées, et ce qui en fait vraiment le challenge, je vous repasse les extraits, c'est qu'on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est une reconstitution dans un jeu vidéo, mais on arrive au bout de cette ligne droite à pleine charge, la voiture décolle, et dès qu'elle atterrit, il faut commencer à freiner pour préparer le virage. Si vous étiez mal placé en haut du jump, et que vous freinez pas correctement, que la voiture n'est pas stable, vous finissez dans le mur quoi qu'il arrive. Ce virage était impardonnable et on était à plus de 200-250 km/h. Et je vous invite chaleureusement à aller faire un petit tour sur la chaîne de l'ami Formule Moyen qui allait sur les restes du tracé de Montjuïc, donc aujourd'hui c'est la ville, et qui en a fait un petit tour exposant les événements historiques qui ont parcouru ce Grand Prix qui a eu à la fois si peu d'éditions, mais en même temps qui a laissé une empreinte, qui a ses plaques commémoratives, donc voilà, si vous aussi, vous voulez en savoir plus sur ce tracé, je vous y invite. À titre personnel, malgré sa courte histoire, Montjuïc me fascine, parce que je trouve que ce tracé capture la quintessence de cette décennie. À la fois une sensation de risque et de vitesse enivrante qui séduisait tout le monde, mais contrebalancée par le bon sens de chacun, luttant contre l'absurde danger qu'il incarnait. Je m'en arrête là, merci à tous de votre écoute et bonne nuit.